Amis de la poésie, bonsoir. Tout le monde a, d'une façon ou d'une autre, entendu parler de Cléopâtre. Les poètes romantiques, abreuvés d'orientalisme, en ont fait une forme d'idéal féminin, tout à la fois d'une beauté touchant au divin et d'une cruauté singulière. Cruauté d'ordre sexuel, mais tout chez Cléopâtre semble d'ordre sexuel. La beauté, l'amour, la mort et la guerre. Ainsi, nous allons voir comment les poètes du XIXe siècle ont fait de ce personnage historique un prototype de la femme fatale, à la fois exotique et gorgée de pouvoir, et qui, par son aura sexuelle, était prêt d'asservir le monde. Cléopâtre, qu'on imagine surgir du sable égyptien tel une Vénus Anadyomède, était en réalité d'ascendance grecque. 300 ans plus tôt, Alexandre le Grand avait conquis l'Égypte et, après sa mort, laissé le trône à son général macédonien Ptolémée, dont descend Cléopâtre. Par des jeux politiques complexes, elle s'allia à Jules César, qui la plaça sur le trône d'Égypte. À la mort de Jules César et la chute de la République romaine, s'affrontèrent pour le pouvoir Octave et Marc-Antoine. L'histoire a retenu de Cléopâtre sa relation amoureuse passionnelle avec Marc-Antoine. Celui-ci put ainsi profiter de la puissante flotte de Cléopâtre pour affronter à Actium, en mer Ionienne, l'armée d'Octave. La flotte de Cléopâtre et Marc-Antoine était composée de puissants navires, environ 230, dont 60 venant de l'armée de Cléopâtre. Celle d'Octave était plus nombreuse, environ 400 bateaux, mais beaucoup plus petits et plus maniables. C'est cette maniabilité qui contribua à la victoire d'Octave face aux vaisseaux lourds d'Antoine. Durant la guerre civile contre Marc-Antoine, Octave usa de propagande contre Cléopâtre pour la décrédibiliser aux yeux du Sénat et du peuple romain. Et si cette propagande s'installa durablement dans l'histoire, la beauté de la jeune reine resta légendaire. Victor Hugo, dans sa Légende des siècles, nous la décrit ainsi. Cléopâtre est couchée à jamais. Cette femme fut l'éblouissement de l'Asie et la flamme que tout le genre humain avait dans le regard. Quand elle disparut, le monde fut hagard. Ses dents étaient de perles et sa bouche était d'ambre. Les rois mouraient d'amour en entrant dans sa chambre. Cléopâtre égalait les Junons éternels. Une chaîne sortait de ses vagues prunelles. Ô, tremblant cœur humain, si jamais tu vibras, c'est dans l'étreinte altière et douce de ses bras. Son nom seul enivrait. Strophus n'osait l'écrire. La terre s'éclairait de son divin sourire. À force de lumière et d'amour, effrayant. Son corps semblait mêlé d'azur. En la voyant, Vénus, le soir, rentrait jalouse sous la nue. Cléopâtre embaumait l'Égypte. Toute nue, elle brûlait les yeux ainsi que le soleil. Les roses enviaient l'ongle de son orteil. Comme toujours chez Victor Hugo, on a affaire à un fleuve de vers plus qu'un simple poème. À écouter Victor Hugo, Cléopâtre fut la flamme que tout le genre humain avait dans le regard. Elle enchaînait le cœur de son seul regard. Elle était plus déesse qu'humaine, dotée d'un sourire divin, brûlant plus fort que le soleil, allant même jusqu'à rendre jalouse la planète Vénus. On imagine facilement qu'un homme aurait été prêt à sacrifier sa vie pour un instant dans ses bras. C'est en tout cas ce qu'imaginèrent Alexandre Pouchkine et Théophile Gautier. Théophile Gautier était passionné d'archéologie, et notamment de l'Égypte antique. Il écrivit des romans et des nouvelles sur le sujet, et ses 2 poèmes sur les obélisques de Luxor et de Paris sont des chefs-d'œuvre qui sont, hélas, trop longs pour que je vous les présente aujourd'hui. Je vais par contre m'arrêter sur cette nouvelle titrée « Une nuit de Cléopâtre », où Théophile Gautier nous parle de cette reine malheureuse, insatisfaite, qui s'ennuie sur son trône et qui noie son désarroi dans des passions charnelles avec des inconnus. Un jour, un jeune homme, fasciné par la reine, réussit à l'espionner dans son bain. Découvert, il se voit proposer de réaliser son rêve, passer une nuit d'amour avec la reine. Le prix ? Sa vie. Eh bien, ce que tu croyais impossible va s'accomplir. Je vais faire une réalité de ton rêve. Cela me plaît, une fois, de combler une espérance folle.
Tu étais en bas de la roue, je vais te mettre en haut, brusquement, subitement, sans transition. Je te prends dans le néant, je fais de toi l'égal d'un dieu, et je te replonge dans le néant. C'est tout. Je me prête à ta folie, j'aurai le droit de te faire tuer sur le champ. Mais tu me dis que tu m'aimes, je te ferai tuer demain. Ta vie pour une nuit. Je suis généreuse, je te l'achète. Je pourrais la prendre. Le jeune homme accepte, et au petit matin, respectant son engagement, boit une coupe de poison et tombe mort. L'auteur russe Alexandre Pouchkine, qui était parfaitement bilingue, écrivit en français un poème décrivant 3 hommes ayant conclu le même pacte avec Cléopâtre. D'abord vient Aquila de Pompée, un ami, dans les combats blessés, dans les luttes blanchies. Il n'a pas supporté le mépris de la femme et s'est précipité avec toute sa flamme pour répondre à l'appel de ses derniers désirs. Comme avant vers la gloire, on le voyait courir. Criton le suit, Criton, un enfant d'Argolide. Sage amateur de tous les biens, et de tout temps admirateur avide de l'ardent cypris et des ardents festins. Quant au nom du dernier, nul ne peut le connaître, car il ne fut célèbre en rien. Sur son jeune menton, on peut voir apparaître comme une ombre un duvet très fin. L'amour, sur tous ses traits, exerce son empire. Tout le feu de l'amour le consume, on le sent. Et Cléopâtre semble être l'air qu'il respire. La reine l'admira en silence, longtemps. Le peuple entier est prêt à se sacrifier dans les bras de Cléopâtre. Les guerriers, tel Aquila, les hommes de la noblesse, tel Criton, et même un enfant du bas peuple, si jeune qu'il n'a encore qu'un duvet très fin au menton, même un être insignifiant comme lui, est prêt à se sacrifier à cette reine qui touche au divin. D'ailleurs, l'on se demande si le triumvir romain Antoine ne s'est pas en quelque sorte sacrifié pour sa reine. Pendant qu'Octave prenait la tête des légions romaines pour faire la guerre à travers l'Europe et gagner la confiance de l'armée, Antoine allait se perdre dans les lèvres de Cléopâtre, préférant les délices de l'Orient aux rudesses du combat. Le poète José Maria de Heredia réussit à mettre en vers de façon admirable cette vision des choses. Tous deux, ils regardaient, de la haute terrasse, l'Égypte s'endormir sous un ciel étouffant, et le fleuve, à travers le delta noir qu'il fend, vers Burbas ou Saïs, rouler son onde grasse. Et le Romain sentait sous la lourde cuirasse, soldat captif berçant le sommeil d'un enfant, ployer et défaillir sur son cœur triomphant, le corps voluptueux que son étreinte embrasse. Tournant sa tête pâle entre ses cheveux bruns, vers celui qu'enivrait d'invincibles parfums, elle tendit sa bouche et ses prunelles claires. Et sur elle, courbé, l'ardent impérator vit dans ses larges yeux étoilés de points d'or toute une mer immense où fuyaient des galères. Ce poème est précédé d'un autre sonnet, Soir de bataille, qui nous confirme que nous sommes au cœur de la lutte entre Octave et Antoine. Mais alors que la guerre bat son plein, qu'Antoine est en armure, sous la lourde cuirasse, il ne pense qu'à étreindre la jeune reine et s'enivrer de son parfum. Pendant ce temps, il voit, sans vraiment s'en soucier, dans le reflet de ses yeux, toute sa flotte prendre la fuite, actant la défaite d'Axiome. Sur le plan historique, le poème est discutable. Il place le couple en Égypte, dans le delta du Nil, alors que la bataille eut lieu en mer Ionienne. Il dépeint des navires en fuite, alors que la flotte est justement restée combattre pour laisser à Cléopâtre et Antoine le temps de s'échapper. Enfin, les deux amants étaient chacun dans un navire de commandement et certainement pas sur une terrasse. Mais tout cela n'a que peu d'importance. Antoine est tellement hypnotisé par les charmes de Cléopâtre qu'il ne voit les navires en flammes et en fuite de sa flotte comme des points d'or dans les prunelles claires de son amante. La défaite d'Axiome actée,
Antoine et Cléopâtre se retirent à Alexandrie, se désintéressant de la guerre. Leur fin est très shakespearienne. Après l'arrivée d'Octave en Égypte, Antoine apprend le suicide de Cléopâtre et, pris de désespoir, se suicide également. Sauf que Cléopâtre ne s'était pas suicidée, et quand Octave prit le contrôle de l'Égypte, il emprisonna Cléopâtre avec l'intention de la faire parader en tant que prisonnière à Rome. Cléopâtre, appliquant le vieil adage « la mort plutôt que la souillure » avant la lettre, choisit de se suicider plutôt que de subir l'humiliation d'être paradée à Rome. Elle se fit apporter un panier de figues dans lequel était caché un serpent. Le poète Amédée Pommier mit ce suicide en vers. Sur la peau de lion, fauve et royal coussin, voyez agoniser la belle Cléopâtre. Elle est là, toute nue, et de ses bras d'albâtre, l'œil suit complaisamment le suave dessin. Il effleure l'épaule et la hanche et le sein, qui s'offre exaucé comme sur un théâtre, et parcourt cette chair légèrement bleuâtre, où circule déjà le poison assassin. Même dans un serpent, j'admire ce courage d'avoir osé détruire un si parfait ouvrage. Mais était-ce morsure ou baiser trop ardent? Va, pauvre aspi, j'en crois mon cœur qui te disculpe. Voyant de ce beau corps l'appétissante pulpe, j'y mettrais bien la lèvre, et même un peu la dent. Ainsi, même dans sa mort, les poètes réussissent à sexualiser Cléopâtre. Cléopâtre, qui était si belle qu'elle en était œuvre d'art, est le serpent criminel d'ainsi l'anéantir. Mais le serpent a toujours été le corrupteur, comme nous le rappelle Guillaume Apollinaire dans son court poème « Le serpent ». Tu t'acharnes sur la beauté, et quelles femmes ont été victimes de ta cruauté? Ève, Eurydice, Cléopâtre.